Le corps, au bout d'un moment, il va essayer de tenter par tous les moyens de récupérer les calories manquantes. Je dirais, je prends vraiment l'aspect psycho-comportemental de la personne. Donc déjà, au régime, je déconseille fortement. Demain, j'ai envie de perdre ou de gagner 10 kilos. Quels seraient tes conseils pour atteindre ces objectifs? Je pense qu'aussi à l'adolescence, j'ai eu un rapport avec mon corps un peu difficile aussi. La perte de poids, son ennemi, c'est le stress. C'est quand même ma plus grosse crainte, mes craintes, d'un point de vue physique. Oui, ça serait, je dirais, dans l'extrême, d'aller sur un chemin. Ils ont constaté que les personnes qui sont en couple, ils ont tendance à prendre du poids ou à en perdre. Et c'est plus à en prendre par rapport aux personnes qui sont célibataires. Comme l'a dit aussi Hippocrate, que ton alimentation soit assez de médecine. Avant de commencer cet épisode, je souhaite remercier toutes les personnes qui me suivent et me soutiennent. Sachez que ça représente beaucoup pour moi. Pour les personnes qui viennent de me découvrir, si vous aimez ce que je fais, si vous aimez ce que je propose, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou à me suivre sur la plateforme sur laquelle vous êtes. Sachez que je ne compte pas m'arrêter là et que ça sera grâce à vous que j'arriverai à inviter les personnes les plus inspirantes et les plus intéressantes possibles. C'est parti pour l'épisode. Ophélie, je suis ravi de t'avoir sur Dis-moi en plus. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui t'est propre, la nutrition, et je dirais même la nutrition holistique. Alors on reviendra sur ça un peu plus tard. Donc Ophélie, tu es spécialisée dans ce domaine. Tu as ton entreprise, Ophistic Nutrition. C'est ça. Tu es également présente sur Doctolib. Par moment, tu interviens auprès d'organismes de l'État également, où tu les sensibilises, où tu leur présentes la nutrition. Et tu as également ton ouvrage. On aura l'occasion de revenir là-dessus aussi. Et puis avant de commencer, je me doute que tu sais que Charlie Chaplin, au-delà de son talent humoristique, il était aussi connu pour sa sagesse. Parce que pour lui, en fait, les 6 meilleurs médecins du monde, c'était donc le soleil, le repos, l'exercice, le régime alimentaire, l'estime de soi et les amis. Qu'est-ce que tu penses de cette citation au niveau de l'alimentation? Je trouve cette citation très pertinente, effectivement, puisqu'elle rejoint donc mon approche holistique, puisqu'effectivement, je dirais ce qu'il y a dans l'assiette, ça ne reflète pas forcément notre mode alimentaire aujourd'hui, d'accord, à savoir qu'il y a 5 facteurs du bien-être, dont justement une alimentation équilibrée, une activité physique aussi régulière, ça tout le monde le sait, une gestion du stress également, puisque ça influence derrière notre mode d'alimentation, et l'environnement social. D'accord. Donc pour moi, effectivement, je dirais tous ces facteurs aujourd'hui font partie du facteur bien-être. Ouais, donc en fait, Charlie Chaplin, il résume bien le côté holistique et puis l'approche que tu as aussi. Exactement, puisque l'alimentation ne se résume pas à ce qu'il y a dans l'assiette uniquement. Même je dirais dans ma profession, on est obligé aussi de s'intéresser à l'environnement de la personne, à ses dimensions spirituelles, environnementales et physiques. Ouais. Donc effectivement, ça rejoint ce qu'il disait. Donc tu disais que par rapport à ta profession, parce qu'aujourd'hui tu es diététicienne, nutritionniste, j'ai une idée de ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est que concrètement une nutritionniste et une diététicienne? Ok, alors à savoir du coup que le terme nutritionniste ne s'emploie pas tout seul en fait. Je dirais, il est même interdit, ou je dirais tout le monde peut l'employer entre guillemets, donc il veut rien dire. C'est soit diététicien nutritionniste ou médecin nutritionniste. D'accord. Donc qu'est-ce que c'est un médecin nutritionniste? Donc c'est un médecin qui a suivi un parcours en médecine traditionnelle, donc en 7 ans, d'accord, et qui a complété avec une formation en nutrition à côté, tout simplement. Et une diététicienne nutritionniste, c'est quoi? C'est un professionnel de santé, d'accord? Donc, au même titre qu'une infirmière, qu'un kiné, et c'est un diplôme d'État, du coup, qui s'effectue en 2 ou 3 ans, d'accord? On a aussi des coachs en nutrition, ce qu'on peut voir beaucoup sur les réseaux, etc. Donc eux, à savoir qu'effectivement, donc, ils ont eu une formation en nutrition de 3 ou 6 mois, mais ils ne sont pas diplômés d'État. D'accord, donc effectivement, lorsque je dirais, on va devoir traiter, je dirais, plutôt dans le côté scientifique, pathologie, etc., c'est vrai que
C'est là où ça va penser un petit peu, quoi. Ouais, Donc, ça dépend aussi de notre besoin et de nos objectifs pour se traiter vers le bien professionnel. Du coup. d'accord. Et toi, en plus de ça, tu as vraiment cette notion holistique. Et moi, je te cache pas que je ne vois pas ça beaucoup. Enfin, tu es même la seule nutritionniste holistique que je connais. Comment ça se différencie concrètement des autres nutritionnistes, en fait? Alors, la différence, c'est que, en fait, on s'intéresse vraiment à la personne en globalité. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas évidemment à ce qu'il y a dans l'assiette ou à l'apport calorique. Hein, c'est-à-dire que, voilà, je calcule, je dirais, tes apports caloriques en fonction de ta dépense énergétique. Je te fais un blanc, hop, ciao. Alors, mais Je dirais, ça va beaucoup plus loin, puisque dans mon approche, je dirais, je prends vraiment l'aspect psycho-comportemental de la personne, d'accord, donc son environnement, ses émotions, c'est hyper important. Bien évidemment, son mode de vie, sa dépense énergétique, est-ce qu'il y a une activité à côté ou pas, comment elle se ressent, je dirais sa relation aussi, je dirais depuis l'adolescence, parce que parfois on a des petits traumas, on a des petits triggers. Hein. Donc voilà, je dirais, je prends vraiment la personne à 360 degrés. J'essaie de comprendre vraiment d'où elle vient pour pouvoir lui proposer un suivi adapté au mieux et personnalisé, en fait, du coup. ouais, donc en fait, c'est pas que la personne, elle vient te consulter et toi, tu lui dis, bon, ben voilà, monte sur la balance, peu importe. Voilà, mange ci, mange cela, etc. Objectif. Non, je prends vraiment en compte, du coup, ses aspects spirituels, environnemental, sa culture, ses mœurs aussi, parce que des fois, je peux avoir aussi des personnes de différentes cultures. Donc, c'est vraiment de l'adapter au mieux à la personne. Donc ça veut dire que parfois, les consultations peuvent être quand même, enfin, pas longues, mais Alors, oui, je dirais entre 1 heure et 1 heure, du coup. Et puis à cela, il faut un suivi, d'accord? ouais. Donc le suivi, en moyenne, ça peut être 1 fois par mois, mais des fois, il peut être beaucoup plus rapproché. Parfois, j'ai des patients moi, qui sont atteints de pathologies, par exemple pour pancréatite, ça peut être cancer, c'est moins drôle, ça peut être de la dénutrition chez la personne âgée, ça peut être aussi, j'ai beaucoup de troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie, hyperphagie, donc on rentre justement sur un côté très psychologique, d'accord, hein, il faut quand même que je dirais les diététiciens soient formés pour accompagner ce type de patients, parce que c'est des pathologies beaucoup plus délicates. Donc oui, en fonction en tout cas du besoin, les fréquences peuvent varier. Non, mais je pense que aujourd'hui, tu es dans ce domaine-là, mais à mon avis, tu as peut-être eu un événement peut-être dans ta vie qui t'a poussé à vraiment te lancer dans ce manière, ou peut-être pas du tout. Si, en fait, pour faire court, hein, du coup, je vais faire une brève introduction aussi, moi, rapidement. Moi, je suis diététicienne nutritionniste depuis 2015, et ça fait déjà maintenant 10 ans, d'ailleurs. Ça se fait. Ça se fait, effectivement, presque 10 ans. Moi, j'ai commencé ma carrière, en fait, dans le milieu hospitalier, dans les établissements de santé, cliniques, hôpitaux. Ensuite, j'ai continué sur un master en tant que chef de projet commercial, hein, pour avoir vraiment la double casquette, donc scientifique, mais aussi du coup marketing et commercial, ce qui m'a beaucoup aidé justement aujourd'hui à ouvrir une entreprise, pardon. Et ensuite, du coup, donc, j'ai travaillé aussi en prestation de santé à domicile, donc tout ce qui est nutrition entérale, hein. Je sais pas si ça te parle. Ça me parle pas. Ouais, c'est beaucoup plus complexe. Ouais. C'est en fait quand la personne ne peut plus s'alimenter par voie orale. D'accord. Ok. Donc ça peut être des cancers, ça peut être de l'anorexie, ça peut être pour diverses raisons, un accident par exemple aussi, où vraiment on peut plus s'alimenter par voie orale. Et là, du coup, on s'alimente donc soit par sonde parentérale, donc par voie intraveineuse, ou directement par l'estomac. Et spécialisé aussi J'ai eu mon expérience, en tout cas, en 2 ans, du coup, sur ça. Ah oui. Une nutrition artificielle, globalement. Donc, c'est un peu plus technique et thérapeutique. Ensuite, j'ai fait de la prestation de service, donc, sur le portage de repas, avec la mairie de Paris, du coup. Et depuis 1 an et demi, c'est là que j'ai ouvert, du coup, donc, Office Nutrition, mon cabinet d'accompagnement holistique, du coup. Et alors, quelles ont été mes inspirations pour devenir diététicienne? Déjà, il faut savoir que j'ai ma mère, en fait, qui était soignante. Voilà. Donc, j'ai été effectivement bercée depuis un peu plus jeune, je dirais, sur le domaine de la santé médicale. Alors, j'ai été un peu influencée par elle sur ça. Et c'est lors, en fait, des interventions au collège où j'ai rencontré une diététicienne. Et ça m'a vraiment inspirée. Parce qu'en fait, ça a été justement le côté soin
du coup, mais je dirais le côté soin intérieur, ce que je voulais. Et aussi l'aspect bien-être, aussi que, voilà, dont j'ai toujours été intéressée, étant aussi sportive depuis très jeune, hein, depuis 7 ans. Et c'est vrai que je me suis toujours intéressée à tout ça. Et je pense qu'aussi à l'adolescence, j'ai eu un rapport avec mon corps un peu difficile aussi, comme aussi j'avais beaucoup de jeunes filles. Et voilà, c'est ça aussi qui m'a inspirée, motivée à être diététicienne. D'accord. C'est un beau parcours, je pense. Et tu peux être fier de ce que tu as réalisé parce que aujourd'hui, ta société, tu as toutes les informations nécessaires pour conseiller un large public. Et je pense que c'est beaucoup d'heures de travail aussi hein, en backstage. C'est ça. En fait, c'est vrai que en étant diététicienne entrepreneur, du coup, comme beaucoup, hein, bien évidemment, je dirais, c'est pareil, on doit s'occuper vraiment de beaucoup de choses et on doit être très polyvalente dans le sens où la gestion des réseaux sociaux, parce que comme tu l'as bien expliqué tout à l'heure, du coup, je fais beaucoup de vulgarisation diététique hein, à travers OGC Nutrition, où je balade des petits conseils, etc., comme ça, des recettes aussi et autres. Donc, il y a la partie, je dirais, gestion un peu, marketing, réseaux sociaux, la compta, du coup, bien évidemment. La prospection aussi, hein, puisque voilà, j'ai réalisé mon livrage depuis septembre dernier. À la base, c'était un e-book. Ça, là, c'était un e-book à la base. Voilà. À la base, c'était un e-book. Ça s'est transformé en ouvrage de recettes, en livre de recettes, c'est ça. Mais à la base, c'était un e-book. Ensuite, voilà, j'ai fait une version imprimée, une version améliorée. Aujourd'hui, j'ai mis à disposition en dépôt-vente à Gilbert Joseph. C'est déjà un beau chemin. La dédicace, du coup, d'il y a 10 jours, à Gilbert Joseph également. Et bientôt, dispo sur Amazon d'ici à peu près une semaine, quoi, donc début juillet. Donc les auditeurs et les auditrices, s'ils sont convaincus à la fin, c'est ça. Ils pourront... qu'à le découvrir, je les invite vraiment à le découvrir. Ouais. Et je pense qu'ils le seront. Ça serait cool, ça serait sympa. Alors tout à l'heure, tu as dit qu'à l'adolescence, tu avais eu un rapport avec ton corps, voilà, qui forcément tu te découvres. Il y a plein de personnes aussi qui... Le corps évolue aussi. Exactement. Et on rentre par moments il y a des situations dans nos vies qui font aussi que, au niveau de l'alimentation, ça déraille. Par exemple, il y a des études qui ont été menées, par exemple, qui sont apparues dans la revue Social Sciences et Médecine, ou Obesity. Et en fait, ils ont constaté que les personnes qui sont en couple, ils ont tendance à prendre du poids ou à en perdre. Mais plus à en prendre par rapport aux personnes qui sont célibataires. Alors, c'est sûr que ce n'est pas une vérité générale pour tous les couples ou toutes les personnes. Mais toi, comment t'expliques ça, en fait ? Alors, moi, comment j'expliquerais ça ? Il me faut... déjà, quand on est en couple et que ça se passe bien aussi, hein, je pense que ça dépend aussi de la relation qu'on a avec son ou sa partenaire, hein, très important, mais partons de la réalité absolue. Je pense qu'on est dans un sentiment, en fait, on se sent dans un sentiment de sécurité quelque part avec son ou sa partenaire. Donc, confort quelque part. Également aussi les habitudes alimentaires dont on se lie. Hein, voilà, chacun fait découvrir un petit peu à l'autre ce qu'il aime, ses côtés plaisir aussi. Les événements sociaux aussi qui se multiplient. Anniversaire, etc., réunion de famille. Voilà comment j'aurais pu expliquer cela, en fait. C'est vraiment le sentiment de sécurité qu'on a, qui rend un peu heureux quelque part, et où... D'accord. Et comment on peut faire dans ce cas-là pour ne pas tomber dans de mauvaises habitudes ? Admettons, on n'est pas heureux hein, en couple ou même tout seul. Hein. Comment on peut se rendre compte ? Pour avoir une routine, en tout cas. C'est ça, pour avoir une routine qui est plutôt saine au niveau de l'alimentation et ne pas se laisser déborder. En fait. Ouais, alors moi, ce que je pourrais conseiller déjà, c'est de s'organiser. Voilà, la clé, c'est un peu l'organisation. Faire des menus. Je vais y venir, mais c'est un petit peu ça. Les batch cooking, ça te parle ? Non. Meal prep, je pense que oui, peut-être. Meal prep ? Ah, c'est... Non, enfin, tu peux expliquer, je pense. Bien sûr, oui, c'est prévu. C'est prévu. Comme je l'ai énoncé, le batch cooking, c'est une méthode que je conseille beaucoup dans une association. Quand on a un petit peu de mal comme ça à gérer ses repas, quand on n'a pas le temps, quand on a fait dans le pouce, mais on en fait qui est etc. C'est un peu la notion comme de meal prep, hein, donc c'est un peu le fait en fait de cuisiner à l'avance ses repas. Dans l'idée, en une session de cuisine, d'accord, de 2 à 4 heures, hein, suivant du coup. Donc en fait, on choisit un jour dans la semaine en fait où on va cuisiner nos repas. Ça peut être le dimanche, par exemple, quand on a plus de temps.
Voilà, on se dit, voilà, j'ai 2 heures aujourd'hui, je vais essayer de cuisiner sur 3-4 jours d'avance. Je trouve que c'est très bien. Ah ouais. Une semaine, ça peut faire peut-être un petit peu beaucoup pour les personnes qui n'aiment pas forcément, je dirais, manger du surgelé ou pas des repas qui ont déjà été préparés. 3-4 jours, c'est très bien. Il suffit en fait de doubler les quantités, d'accord? Mais de cuisiner par exemple les féculents ensemble, les légumes d'une part aussi, et d'autre part du coup les protéines, ou bien de poisson PF, par exemple, pour en fait faire des meal prep. Donc faire en fait une sorte de petit tupperware, un peu conservé ou même surgelé à l'avance. Et en fait, l'idée, c'est qu'on, par exemple, on rajoute du coup la sauce à la fin. D'accord? Hyper important. Pourquoi? Sinon, en termes de conservation, c'est pas tellement, mais en termes de goût. Ah, ok. Goût, la sauce, voilà, elle n'a pas forcément très fraîche. Et voilà, c'est plus sur le C'est mieux à la fin. de goût, ouais. Ok. Privilégier également, du coup, les contenants en verre. Ça conserve beaucoup mieux, que les plastiques, les PFAS, etc. Ça, c'est un autre débat. Mais je conseillerais du coup les tupperwares, les meal prep en verre. Et l'idée, effectivement, donc c'est, je dirais, du coup, l'idée, c'est d'avoir une alimentation équilibrée sur la durée, en faisant ses repas à l'avance. C'est un gain de temps également, quand on rentre le soir, pour les personnes qui commandent par exemple Uber Eats, ou qui mangent un peu avec ce qu'ils ont sur le pouce au frigo, au moins, voilà, on se dit, j'ai mon meal prep de préparer, mes portions, elles sont déjà portionnées, donc j'ai mes équivalences et mes quantités dont j'ai besoin. Et voilà, c'est rapide, c'est efficace. J'ai eu ça chauffer, et puis c'est bon, quoi, j'ai déjà tout ça. Et également en termes d'économie aussi, vu qu'on gère, encore une fois, les portions, donc c'est bon. On gère le budget. Ah, je vois très bien, c'est une bonne méthode en fait. Et aussi, le but, voilà, c'est de faire ça et aussi d'essayer de trouver en amont des recettes qu'on aime, qui puissent répondre à ton besoin de satisfaction. Hyper important. Parce que si tous les jours, je sais pas, tu manges du brocoli, riz et steak haché, sur la durée, au bout d'un moment, c'est pas top, quoi. Ah, je suis content. Il y a quelques années, je t'aurais dit ça, c'est mon quotidien. Ouais. Et tu souffres quand même. Tu souffres? Oui, je souffre. Je pense aussi. Ah oui, je rajouterais aussi, pour la question du coup, comment améliorer ses habitudes. Donc, batch cooking, essayer de rester actif aussi ensemble. Super important, si on peut, essayer d'encourager son partenaire ou sa partenaire à faire de l'activité physique. C'est pas forcément du sport, parce que l'activité physique, je dirais, pas uniquement les sports de forte intensité ou quoi que ce soit. Ouais. Mais ça peut être une marche, ça peut être de bouger, faire quelque chose en fait, ça c'est hyper important. Ensemble, avec beaucoup de soutien aussi et beaucoup d'amour, très important. C'est important la partie beaucoup d'amour. Oui. Alors tu sais, autour de moi, beaucoup de personnes me disent, je commence un régime. Je vais commencer un régime, nouvelle année, nouvelle résolution, new me, nouveau régime. Et ces personnes-là, souvent, elles abandonnent, tu vois. Et j'entends aussi que d'autres personnes disent « Oui, mais les régimes, ça ne fonctionne pas. » Et en fait, j'en viens à me poser la question de comment on peut se tenir en fait à un régime et à ne pas se retrouver dans une situation où on se dit « ça ne fonctionne pas. » Nickel. Alors, effectivement, j'en vois beaucoup de consultations, je dirais, c'est la moitié de ma patientèle, clairement, du coup, que je reçois, qui viennent me voir en mode je veux un régime, je souhaite en tout cas avoir un régime. Ça arrive souvent, c'est ce que les personnes ne comprennent pas non plus, c'est que les régimes, je dirais, hyper drastiques ou très restrictifs, d'accord, ne vont pas tenir sur la durée, d'accord. Tout simplement pourquoi puisque qui dit régime dit restriction alimentaire, dit frustration forcément. Et en fait, c'est ce qui va, je dirais, enclencher, qui va augmenter, je dirais, ton désir de vouloir manger encore plus. D'accord ? Donc, qui dit restriction, frustration, donc craquage alimentaire, au bout d'un moment, comme tu le disais, je ne peux pas tenir sur la longue durée. Donc, craquage alimentaire, perte de contrôle, forcément. Donc, culpabilisation. C'est un peu le cercle. Du coup, je culpabilise, j'ai pas tenu mon régime, mince. Je resserre encore plus la vis, du coup, donc restriction, etc., etc. En fait. Donc c'est pour ça, d'où les variations de poids. D'un aspect aussi physiologique, ça a créé une amorce physiologique du corps, en fait. C'est-à-dire que le corps, au bout d'un moment, il va essayer de tenter par tous les moyens de récupérer les calories manquantes. D'accord. En fait. Donc c'est-à-dire qu'on va se restreindre, je dirais, sur toute la semaine. Un exemple, là, on est sur 1200 calories, alors qu'on a besoin de 2000.
au bout d'un moment, le corps, je dirais, dès qu'on va tenter je dirais, de réingérer des aliments, je dirais, non restrictifs, hein, ou d'avoir une alimentation même normale, le corps va vouloir en fait stocker directement. D'accord. Je sais pas si tu vois un petit peu, Ouais, du coup, voilà, il a tenté de récupérer un petit peu par cette amorce les calories manquantes, et du coup, c'est là où on va augmenter, et, je dirais, et influencer le stockage des calories, entre guillemets, quoi. D'accord. C'est ça. C'est vraiment une amorce physiologique, parce que le corps, en fait, il va se mettre en état de mode survie, quelque part, en disant, ok, elle m'a restreinte, ou il ou elle m'a restreinte de manière importante sur une longue durée. Ok, j'ai l'habitude de ça, donc il se met en mode survie, d'accord? Et dès que tu tentes de avoir une prise alimentaire normale, tout de suite, hop, en mode stockage. Ok, je vois très bien. Ça, du coup, C'est un peu, il y a un peu un processus scientifique. physiologique, et puis aussi émotionnel, dans le sens où je me prive, je ne me fais pas plaisir en plus. Donc, encore une fois, on n'a pas la notion de je réponds à mes besoins de satisfaction, et en plus, je réponds même pas à mes fonctions nutritives non plus, parce que je mange en dessous de ce que j'ai besoin. D'accord? Donc, dans l'idée, comment on procède quand c'est comme ça pour une perte de poids, je dirais, sur un sujet lambda, hein, pas forcément en situation d'obésité, hein, je dirais de 4 à 10 kilos à peu près. On peut, je dirais, on entend beaucoup parler de déficit calorique. Alors ça, oui, mais en général, c'est un processus où je dirais, on enlève, entre guillemets, 200 calories sur une ration normale. Donc ça reste très peu. D'accord. Et effectivement, si on est bien accompagné par un professionnel, c'est tout à fait OK. D'accord. Ok. Donc, déficit calorique, OK, on retire un petit peu de calories par rapport à notre, je dirais, notre rapport calorique de base. On augmente un petit peu la dépense énergétique, et c'est là, je trouve, effectivement, où va se créer la perte de poids. D'accord. Mais ça, c'est encore une fois sur une durée bien estimée, et avec un professionnel de santé, du coup, à côté et à l'écoute, pour adapter justement le programme. Ouais. Il y a une question qui me vient en tête. Lorsqu'on fait un régime, je pense que beaucoup de tes patients, beaucoup de personnes ont cette sensation à la fin d'un repas d'avoir faim, en fait. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour contrer cette sensation-là? Alors déjà, la faim, hein, c'est un processus naturel, physiologique. Je veux dire, le corps, il est très bien fait, avec des hormones, avec des critères aussi organoleptiques, hein, la vue, l'odorat, les sens, etc. Donc, le corps, il est très bien fait. Donc, je dirais déjà l'idée de contrer quelque chose de naturel, c'est pas recommandé, c'est même pas, je dirais, conseillé. Si on a faim, c'est normal. C'est soit que dans la journée, on n'a pas eu forcément je dirais, les apports caloriques dont on a besoin, dont notre corps a besoin régulièrement, ou voilà, qu'on s'est trop restreint, comme tu dis, ou qu'on a sauté un repas, etc. Donc je dirais contrer, c'est pas comme ça en tout cas que je travaillerais, du coup. Je ferais déjà attention à bien avoir mes apports caloriques du coup de la journée, bien répondre à mes besoins de la journée, déjà, pour éviter d'avoir justement cette sensation de faim. Donc bien composer mon assiette, d'accord? Éviter également de sauter des repas, d'accord? Et inclure des collations intelligentes, hein, je dirais, du coup, donc bien structurées, pour éviter justement d'avoir des pics de sensation de faim. Voilà. C'est une bonne réponse. Et les 3 repas, je pense que c'est quelque chose d'important. Enfin, ne pas sauter de repas. Oui, et puis justement, d'écouter aussi ces notions de faim. Oui. Je dirais, c'est important. De se dire, ok, là, je suis rassasié, j'ai eu ma satiété, ok, je peux arrêter de manger. Ah j'ai faim, ok, est-ce que c'est vraiment une faim? Est-ce que c'est une envie? Est-ce que c'est aussi, je dirais, un déclencheur émotionnel? Voilà, je suis stressée, je mange, je suis anxieux, je mange, et là, on est pas... Voilà, en fait, je dirais, l'idée, c'est vraiment d'essayer de se connaître, de se comprendre aussi, et de s'observer. Voilà, je dirais, quels sont les signaux que mon corps envoie, en fait. Les signaux, je dirais, voilà, corporels, hein, comment ça se passe, du coup, dans mon ventre? Est-ce que je gargouille, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre? Je dirais, voilà, les sensations aussi de soif, de faim, etc. Donc, du coup, si je voudrais conclure en 2 mots, hein, sur la notion de régime restrictif, je voudrais vraiment partager que je déconseille fortement. Ah ouais? Ouais, fortement, puisque c'est des pratiques qui ne durent pas sur la durée, d'accord? Je dirais, c'est vraiment une pratique qui ne se réalise pas sur la durée, puisqu'elle est très restrictive et qu'on ne prend pas la notion de plaisir à côté. Donc effectivement, ça peut marcher, effectivement, parce qu'on mange moins de ce qu'on a besoin,
Mais derrière, effectivement, on est plutôt sujet à reprendre le poids perdu, voire le double. Ouais, on rentre plus facilement dans ce processus-là, le cercle que... Sur le cercle infernal. Exactement. Et, Dans ce même thème, il y a aussi tout ce qui est cure alimentaire, mhm, détox, et puis par exemple le jeûne aussi intermittent. mhm. Qu'est-ce que tu penses de ça, de tout ça? Alors moi, je dirais déjà qu'il n'y a pas de pratique ni de produit miracle. D'accord? Donc tout ce qui est justement confin, pratique vraiment restrictive, etc., ça ne fonctionne pas, c'est pas miracle. En ce qui concerne le jeûne intermittent, du coup, je dirais que ça dépend s'il est réalisé uniquement d'un point de vue spirituel ou sur un objectif de perte de poids. D'accord? Je dirais il y a vraiment deux visions différentes du jeûne intermittent, d'accord? Si c'est d'un point de vue spirituel, c'est OK. C'est totalement OK. Voilà, par exemple, j'ai envie de tenter une nouvelle approche, d'accord? J'ai envie de reposer un petit peu mon organisme, pourquoi pas? Mais si c'est pour, je dirais, à viser de perte de poids, je déconseille fortement. Pourquoi? Puisque ça reste aussi tout simplement une pratique restrictive en soi, parce qu'on mange moins sur la durée. Et ça rejoint un petit peu la notion de régime en fait. Et par le biais justement de cette pratique, du jeûne intermittent, on va plutôt stresser l'organisme plutôt qu'autre chose au final. D'accord. Parce qu'on va augmenter sa production de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et par rapport à ça, effectivement, le corps peut réagir d'une autre manière. D'accord. Donc en tout cas, pour toi, voilà, tout ce qui est jeûne intermittent, ça c'est quelque chose que forcément tu vas pas mettre de restrictions si c'est d'un point de vue religieux ou autre. Sachant qu'en plus, il n'y a pas encore d'études aujourd'hui, à l'heure actuelle, qui prouvent, je dirais, ces bienfaits, que ce soit même des bienfaits par rapport au corps, la digestion, etc., ou même sur la perte de poids. Il y a eu des études qui ont été faites, effectivement, mais ça a été uniquement sur les rats. Ah, Donc aujourd'hui, peu exploitable pour l'être humain. Donc je dirais que ça reste encore un débat aujourd'hui où il y a besoin encore d'avoir des études supplémentaires sur les effets, je dirais, bénéfiques réels sur l'organisme, mais certainement pas en tout cas en perte de poids. Ça, c'est sûr. non, ouais, en fait, tout ce qui est régime drastique. Et vous pouvez commencer en fait par un rééquilibrage alimentaire. Donc déjà, apprendre à s'alimenter, tout simplement. Voilà, je dirais, j'ai besoin de quel nutriment m'apporte, je dirais, mes besoins aussi. Savoir un petit peu quel nutriment me rapporte quelle énergie, quelle fonction. Et puis après, voilà, sur une perte de poids, on peut, en étant accompagné, essayer d'avoir recours à quelques pratiques mais beaucoup plus saines et beaucoup plus intuitives et naturelles au final. Alors, dans cette société, il y a plusieurs équipes. Il y a les personnes qui sont véganes, les personnes qui ont un régime végétarien et des personnes qui ont un régime omnivore. Est-ce que pour toi, il y a un régime parmi ces trois-là qui sort du lot? C'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est vrai quand on parle de véganisme, de végétarien, etc., c'est comme si on parlait un petit peu de religion, du coup. Il y a toujours un petit peu l'aspect t'es végane, oui, non, etc. Donc c'est toujours un petit peu tabou, je dirais, de parler de ça. Moi, non, c'est vrai que je m'adapte déjà à la personne avec qui j'ai en face de moi, parce que c'est une personne qui est singulière à elle-même et qui est unique. Donc, je dirais, il n'y a pas de régime, de pratique plus saine qu'une autre. D'accord? Du moment qu'elle répond à nos besoins, et qu'elle respecte aussi nos convictions alimentaires. Donc, du coup, c'est vrai que je ne pourrais pas conseiller aujourd'hui quelqu'un d'aller vers le végétarisme ou le véganisme. Ou pareil, du coup, une personne végane à aller sur un type de régime omnivore, puisque j'écoute aussi ses besoins et je dirais ses attentes. Le régime végane aujourd'hui, ou végétarien, il faut savoir que c'est un régime quand même assez strict, d'accord? Donc il doit être quand même très bien encadré, bien connu aussi. C'est important de bien se renseigner avant d'adapter en tout cas ce style et mode alimentaire. Sachant que du coup, faut aussi se complémenter à côté. Avoir recours à des compléments alimentaires, notamment la vitamine B12 qu'on ne retrouve pas dans les végétaux, clairement. Également le fer, la vitamine D et oméga 3. Ouais, parce que les véganes, par exemple, c'est tout produit animalier. C'est ça, dont les produits laitiers, dont les œufs, dont le miel également.
Pourtant, c'est doux le miel. C'est doux. C'est doux, c'est vrai. Non, c'est clair. Donc c'est vrai que donc voilà, moi j'ai rien contre ou pour ce type de régime, mais voilà, j'informe toujours mes patients voilà, sur, je dirais, les précautions à prendre. Ouais. Parce qu'effectivement, on peut être sujet à avoir des carences quand même alimentaires. Donc voilà, c'est un régime qui peut être fait, mais il faut qu'il soit hyper encadré. Faire des bilans sanguins aussi tous les ans, très important. Ben, j'allais rebondir sur ça. Le fait de faire attention aux carences, du coup, ça veut dire qu'il faut automatiquement avoir un bilan sanguin pour C'est ça, exactement. te dire où tu en es, en fait. C'est ça. En fait, je trouve que ça rejoint bien en fait à ton approche, l'approche holistique. Tu prends vraiment la dimension de la personne et toi, en fait, t'écoutes les personnes. T'es pas là pour leur dire oui, mais ça c'est interdit, ça c'est interdit. T'as tout compris. C'est-à-dire que moi, j'impose pas un type d'alimentation, en fait. J'impose pas un type d'alimentation. Je conseille, d'accord. Je conseille en fonction de ce que la personne a déjà, en fait. Je dirais. Donc, je reprends un peu la personne avec ses bagages. Et moi, je suis là vraiment à te donner des petits tips, des petits conseils pour aller au mieux, entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, on pourra revoir par exemple les portions, s'il y a besoin de revoir les portions, s'il y a besoin peut-être d'inclure certains groupes d'aliments. Mais voilà, j'essaie de vraiment garder les bases, en tout cas, de la personne. Ouais. C'est hyper important. Parce que, encore une fois, on revient un petit peu à ce processus de régime où on impose un modèle alimentaire. La personne aujourd'hui, si elle me dit, je sais pas, moi, je mange pas de poisson par exemple, ou je mange pas de viande, malgré qu'il y a quand même des protéines de bonne qualité à l'intérieur et qu'on a besoin, si tu veux, ça va durer, pareil, elle va être malheureuse cette personne. Tu vois, lui imposer des repas, etc., c'est pas la vie, ça. C'est pour ça que c'est important voilà, qu'elle choisisse des repas qu'elle aime d'abord, et puis après, on bosse sur la structuration. Et à mon avis, ça, tu l'as bien aussi résumé dans ton livre de recettes. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce livre-là, ce que tu as voulu mettre en avant et ce que tu as voulu aussi transmettre? Alors justement, moi, par rapport à... Là, c'est marrant parce que tout à l'heure, on parlait de véganisme. Faut savoir que toutes les recettes du livre, déjà, sont adaptées à la fin de l'ouvrage sur le mode végétarien et vegan. D'accord. Voilà, donc j'ai voulu en fait m'adresser, je dirais, à un public assez large, pour ne pas dire tout le monde. Ok. Hein. Donc ça veut dire que voilà, peu importe entre guillemets ton mode alimentaire, tu peux te référer à cet ouvrage. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'explique également en début d'ouvrage, je dirais, les bases de la nutrition, parce que c'est hyper important. Et voilà, quand on veut faire attention, je dirais, à ce modèle alimentaire, à cette alimentation, donc comprendre justement aussi les sources, les nutriments, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça a fait également dans mon corps aussi, le fait d'ingérer tel ou tel nutriment. Donc j'explique la partie glucides, lipides, protéines, etc., les sources également, où les trouver. Étant aussi sportif de base, je dirais, j'ai mis une petite partie aussi qui explique comment calculer sa ration calorique de la journée en fonction de sa dépense énergétique. D'accord, donc en fonction de son activité physique, donc les différents niveaux d'activité physique, etc., avec une petite formule un peu archaïque. Du coup, il y a des maths. Il y a des maths, mais vraiment qu'une formule. Une formule où j'explique un petit peu voilà, comment calculer son ratio calorique de la journée. D'accord. Donc ça peut être intéressant pour aller plus loin. Et à la fin de l'ouvrage, il y a une lettre d'amour à mon corps qui est basée vraiment sur l'autocompassion. Ok. D'accord, donc c'est un peu comme ça aussi que j'aborde et comment est mon approche. C'est-à-dire que, voilà, parce que souvent, quand je reçois des patients en consultation, c'est beaucoup, voilà, la solution, en fait, ma solution, ça serait de perdre du poids. Aujourd'hui, ma solution, c'est perdre du poids. Et c'est ce que j'explique aussi souvent, bien entendu, en prenant en compte aussi leur objectif. C'est que plutôt que à chercher, je dirais, comme solution la perte de poids, pourquoi pas aussi chercher l'acceptation de soi. Dans un premier temps aussi. C'est-à-dire d'être OK avec son corps, d'être OK de ne pas être toujours parfait, de ne pas avoir, je dirais, une relation parfaite à la nutrition ou au sport ou autre chose. Et voilà, c'est vraiment de déculpabiliser aussi par rapport à mes propres pratiques. Parce que par les nouveaux standards de beauté qui sont maintenant là depuis un moment, les réseaux sociaux, ce qu'on voit, etc.,
on est souvent tenté de se comparer aussi et d'être très dur avec nous-mêmes, ce qui peut causer parfois même des troubles. Donc c'est pour ça que je suis beaucoup dans l'acceptation de soi et de se dire que c'est ok aussi, que je m'aime pour ce que je suis et non pas parce que je veux être ou mon physique en fait. Vraiment, c'est important de se dire que mon estime de soi ne dépend pas de mon corps en fait. Donc le corps objet et le corps vivant. C'est vraiment deux notions aussi que j'essaie d'aborder en consultation. Ah, mais j'aime beaucoup cette approche-là, justement, de se mettre au centre de ce parcours, hein, qu'on veuille prendre du poids ou qu'on veuille en perdre. Et le fait de ne pas se comparer aux standards de beauté qu'on voit sur Instagram ou d'autres réseaux, parce que c'est vrai que c'est difficile d'y échapper et on peut vite se regarder dans une glace de nos jours et de se dire j'aime pas ce corps que je vois Et je ne m'aime pas et je m'aime à cause de ça. à cause de... Voilà. Alors que, en fait, l'estime de soi ne reflète pas son physique. Ouais. C'est comme toi, Nelson, je pense que tu as des amis. Quand même, un petit peu. Tu as des amis et tu as une famille, et je pense que tu les aimes pas par rapport à leur physique, en fait. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc, en fait, je dirais, toi, c'est aussi pareil, c'est un petit peu ton enfant intérieur. Entre guillemets, donc tu l'aimes pas, je dirais, par rapport à ce qu'il ressent ou ce qu'il reflète physiquement. Voilà, tu es doté de plein d'autres qualités. Merci, je prends ça pour un... Tu es doté de plein de qualités, hormis le physique, qui peut des fois nous pêcher la vie réellement, en fait. Donc voilà, perdre du poids ou en prendre, oui, c'est ok, mais ne pas s'oublier non plus à travers cette apparence. Ouais. Important. Ouais, t'as dit nous gâcher la vie. Parce que c'est vrai que dans l'alimentation, tu me le diras, hein, si on met l'alimentation face à la fatigue, face au sommeil et face au stress, est-ce qu'il y a un lien? Oui, l'alimentation, c'est un facteur clé du bien-être, puisqu'il répond aussi, je dirais, à un sommeil de qualité, à la gestion aussi du stress et de la fatigue, comme tu l'as évoqué. Donc oui, le fait, je dirais, de bien s'alimenter et d'avoir une alimentation pour plus équilibrée possible, du coup, va répondre à avoir moins de fatigue. Par exemple, la consommation de glucides complexes. On privilégie, par exemple, les glucides complexes sur la journée. Comme quoi, par exemple? Alors, tout ce qui est pain complet, ça peut être pâte complète, riz complète, quinoa, patates douces aussi également. Voilà, en fait, plutôt, je dirais, privilégier les aliments complets que raffinés. Par exemple, le pain complet au pain blanc, par exemple. C'est un peu mieux parce que, en fait, plus il a été raffiné, plus il a été transformé, quelque part. On retire, je dirais, la qualité des nutriments qui sont à l'intérieur, du coup. Donc, effectivement, le fait, je dirais, de promouvoir une alimentation équilibrée, ça va nous permettre de maintenir une énergie constante sur la journée. Donc, parallèlement, du coup, avoir moins de fatigue. Le magnésium aussi, qui est un minéral, contribue à réduire la fatigue. On trouve ça dans quoi, par exemple? Alors, par exemple, du coup, la banane, tout simplement. Voilà. Par exemple, la banane. M'en dis pas plus. Si t'en veux plus, pas la consultation. Donc oui, le magnésium, qu'on peut trouver aussi bien, par exemple, dans la banane, le chocolat aussi. Chocolat noir ou... Alors, plutôt le chocolat noir, effectivement, parce que plus le chocolat, je dirais, est brut, est riche en cacao, plus il est bon, je dirais qu'il est qualitatif, d'accord. Mais c'est aussi ok de se faire plaisir, et là, on répond justement aux besoins de satisfaction, et de se dire, je vais manger un chocolat blanc, un chocolat au lait, comme de réconfort, en fait, et de me faire plaisir. Donc la consommation de glucides complexes, du coup, va nous permettre donc, de maintenir notre niveau de glycémie, du coup, et l'énergie sur la durée, et va répondre effectivement à avoir, je dirais, des pics de fatigue un peu moins importants sur la journée. Ouais. D'accord. Également, du coup, les hormones qui aident aussi à réguler en fait la faim, même quand on dort, du coup, parce qu'on a deux hormones qui sont sécrétées, dont la leptine et la ghréline. C'est quoi en fait? C'est des hormones qui régulent la faim. D'accord. Donc une en fait qui coupe un peu la faim entre guillemets, et une qui active la sensation de faim. D'accord. Voilà, globalement. Et également la gestion du stress, le cortisol aussi. À savoir qu'on peut avoir recours à des plantes adaptogènes, par exemple la ashwagandha et la rhodiola,
Je sais pas si ça te parle. Non. C'est beaucoup utilisé souvent en naturo, hein, mais ça fonctionne assez bien. En tout cas, moi, les retours des patients sont quand même assez satisfaisants. Et en fait, ce sont des plantes adaptogènes qui contribuent à réguler l'humeur. D'accord, des parallèles, du coup, à réduire le stress aussi. Intéressant. Je vais commander ça. Génial. Qu'est-ce que c'est? Non. Mais c'est vrai que par exemple, je te fais une petite parenthèse. Lorsque j'ai faim, on me dit souvent que je change d'humeur. D'accord, ok. Lorsque j'ai très faim, tu vois, on me dit souvent que je deviens un peu impatient. Plus irritable, par C'est ça, exemple. irritable, un peu impatient et... En fait, ton corps, il se met un peu en mode survie, du coup. Ouais. Il est un petit peu en état de stress, de ok, j'ai faim. Voilà, c'est un mode survie, c'est un petit mode survie. D'accord. Mais après, D'où l'importance de répondre aussi à ses besoins et d'écouter aussi son corps, en fait. Ouais. Ben, c'est comme les bébés qui pleurent. Pareil, c'est exactement ça. Ils pleurent, souvent c'est parce que Oui. ils ont faim. C'est ça. Donc... Ou ça peut être autre chose, mais en tout cas, Mais ça peut ils se mettent eux aussi en mode survie. Ouais. C'est ça. Et pour toi, justement, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, qu'est-ce que c'est qu'une bonne alimentation au final? Alors, l'alimentation, c'est une alimentation qui répond voilà, à je dirais à notre besoin physiologique et aussi à notre besoin du coup, de satisfaction, de plaisir, hyper important. Et en quelques mots, en 2-3 tips, ça serait quoi? Ça serait de consommer au mieux dans des alimentations brutes, moins transformées, des protéines de haute qualité, d'accord? Donc ça peut être des protéines végétales et animales. Également aussi d'essayer de consommer je dirais des lipides, donc des graisses saines, au plus saines possible, et d'éviter effectivement tout ce qui est sucre rajouté. Et de varier, surtout hyper important, hein, de varier aussi les produits, les aliments, d'accord? Parce que je dirais, chaque aliment en fait contient une vertu, quelque part. Et c'est en variant justement chaque aliment qu'on arrive, nous, à rentrer dans un cocktail, pardon, de vertu et de bienfaits, en tout cas pour l'organisme. D'accord. Donc, par exemple, demain, moi, je vais aller faire mes courses. Je vais acheter des produits. En fait, je dois faire attention à quoi? Est-ce qu'il faut que je regarde les recettes? Est-ce que je dois faire attention au Nutri-Score, A, B, C ou D? Ou, par exemple, aussi les aliments bio, quelle place aussi ça doit avoir dans mon caddie? Ok. Déjà, je te dirais en 2-3 conseils comme ça, de plutôt te tourner vers une alimentation brute, d'accord, le moins transformée possible. Ensuite, effectivement, à la place je dirais, la liste d'ingrédients, du coup, est très importante. Donc, en fait, tout simplement, essayer d'avoir une liste d'ingrédients la moins longue possible. Parce qu'en général, plus elle est longue, moins c'est sain. Pourquoi? Parce qu'il y aura, du coup, recours et l'utilisation d'additifs, de conservateurs, de sucre rajouté ou de graisse, du coup, rajoutée, etc. Donc effectivement, je dirais d'essayer d'avoir en tête, de choisir en tout cas les listes d'ingrédients les moins longues. Attention aux additifs souvent représentés par un E quelque chose, du coup E710 ou E avec suivi d'un chiffre. Ensuite, le Nutri-Score, c'est vrai que c'est un outil déjà qui a été mis en place par le gouvernement, d'accord, pour justement aider à faire des choix un peu plus sains pour les consommateurs. Donc oui, je dirais que ça peut aider, mais attention, puisque le Nutri-Score, en fait, il regroupe, je dirais, pas forcément toutes les infos, et notamment sur les infos des additifs, par exemple, où les additifs ne sont pas représentés. Donc le Nutri-Score, je dirais, nous renseigne uniquement sur la quantité de sel, du coup, ajouté, quantité également de sucre, ou de graisse. Donc, si le produit est trop gras, trop sucré, trop salé. Mais effectivement, il ne va pas forcément aller au-delà sur la qualité du produit en lui-même. D'accord. Mais effectivement, ça peut être, je dirais, un coup de pause, effectivement, pour aider. Oui. Ensuite, pour le bio, alors oui, le bio nous assure une réduction de pesticides, au minimum 95%. Mais je dirais que je conseillerais davantage de consommer local, sur les produits locaux, du coup,
Pourquoi? Puisqu'en fait, c'est une manière aussi de réduire son empreinte carbone sur les transports. Et le bio, c'est bien, mais le bio ne prend pas en compte justement l'aspect en fait empreinte carbone, transport, etc. Un bio, ça peut être aussi des tomates bio qui ont été produites en Espagne, ou pareil, des avocats qui viennent par exemple du Mexique ou du Pérou, et là, pour le coup, on a une empreinte carbone assez élevée. Et je pense qu'il faut aussi faire attention et regarder où on veut avoir une routine la plus saine en fait possible, tant personnelle et aussi tant pour l'environnement, quoi. Ouais, donc il faut quand même faire attention à tous ces aspects-là. À tous ces aspects-là, donc effectivement, en deux mots, oui, si on peut, si on a aussi les moyens, le budget pour, parce que le bio, ça reste quand même assez onéreux, ça serait effectivement de consommer du bio et du local. Mais c'est vrai que moi, j'aurais tendance plutôt je dirais, à conseiller sur de l'agriculture raisonnée et locale. Non, mais j'aime bien ta réponse parce que au final, tu prends en compte plusieurs aspects et t'es pas là non plus à mettre des stops, tu vois, comme on peut le voir par exemple sur les réseaux. Tu conseilles de façon à ce que les personnes puissent aller dans n'importe quel type de magasin au final. En général, justement, les sujets comme ça, dichotomiques, que tu peux voir sur les réseaux ou sur Internet, c'est-à-dire blanc ou noir, en général, c'est un red flag. Dans le sens où, c'est pas forcément, je dirais, très intuitif et naturel, faut faire attention. C'est pour ça que j'essaie de m'adapter aussi au mieux en ayant, je dirais, en fait, il faut toujours avoir un esprit critique derrière quelque chose, en fait. Dès qu'on voit une information comme ça, faut se dire, ok, je prends le temps, je ralentis un petit peu, je fais des recherches, par exemple sur PubMed ou sur des références déjà un peu plus scientifiques, pour voir déjà s'il y a eu des études qui ont été menées par rapport aux affirmations qu'on peut trouver comme ça quand c'est poussé sur les deux extrêmes, et d'avoir un recul et un esprit critique derrière pour me dire, ok, est-ce que ça peut être vrai, pas vrai, et se rapprocher aussi de personnes compétentes si on a une question ou on veut aborder une approche. Ouais, ne pas consommer tout de suite l'information, mais Non. mais un peu faire preuve de jugeote et D'esprit critique. d'esprit critique. Voilà, de se dire, ok, là, il y a eu une croyance, il y a eu aussi il y a eu un sujet qui a été abordé, esprit critique, je me renseigne, je demande à vraiment des personnes qui sont qualifiées dans le domaine, et ensuite, je vois vers quel chemin je peux m'orienter. Ouais. Je pense que les auditeurs, les auditrices aimeraient savoir par rapport à ton activité, peut-être si tu peux en parler déjà d'Ophistic Nutrition et me dire tes objectifs en tant que... Moyen interne, du coup. Ok, alors du coup, Ophistic Nutrition, c'est un accompagnement holistique du coup pour la personne, donc une prise en charge à 300%. On peut y rencontrer des notions physiques, physiologiques, environnementales, émotionnelles. Donc voilà pour ça, donc c'est un accompagnement où je réalise un bio nutritionnel du coup et des suivis nutritionnels. À côté de ça aussi, il y a toute la partie vulgarisation diététique sur Instagram. Je propose également des recettes, des petits débats, des sujets d'actualité aussi. Je parle beaucoup d'alimentation émotionnelle. Ça, j'avoue que c'est aussi mon domaine de prédilection. Et nouvellement, du coup, je dirais les nouvelles perspectives d'Ophistic serait l'activité, une nouvelle niche en fait d'activité, notamment de formation, webinaire, intervention justement en entreprise, comme tout ce qui est comité d'entreprise, etc. Et du coup, ça serait du coup... Donc tu vas en faire des présentations. Oui. Beaucoup plus que... Beaucoup plus. Après, j'interviens aussi en radio, parfois, pour parler aussi de cette approche. Parce qu'en fait, la diététique et la prévention, au sens large, mériterait vraiment d'être développée au maximum. Parce qu'en fait, quand on regarde bien, souvent on se dit, j'ai fait mon bilan annuel, ou alors j'ai été, chez le gynécologue par exemple, ou chez le médecin, ou chez le kiné, etc. Mais souvent, c'est vrai que la diététique ne passe pas en priorité, en tout cas. Et aujourd'hui, j'inspire justement à essayer de parler de la diète à voix haute.
et de se dire que la diététique, c'est pas forcément de la restriction, où je suis au régime, où je mangeais pas, où la diète, elle va me restreindre à 100%, parce que c'est vrai je dirais, il y a eu beaucoup aussi d'idées reçues et de préjugés au travers du métier de diététicien et voilà, chez nous, entre guillemets. Et j'ai vraiment envie de montrer une vision un peu plus moderne quand même, et une vision un peu plus ouverte de la diététique aujourd'hui, quoi. Ouais, ce que tu me dis là, ça m'inspire hein, concernant la prochaine question. Si demain, j'ai envie de perdre ou de gagner 10 kilos, quels seraient tes conseils en fait pour atteindre ces objectifs? Je peux peut-être déjà te dire, moi, mon approche, tu vois, Oui. l'approche que je peux avoir. Je pense que ce que je ferais, c'est l'aspect nutrition alimentaire. Je pense que c'est quelque chose que ça serait même pas sur ma roadmap en fait. Ok. Je mettrais ça de côté. Enfin, j'y penserais même pas. En tout cas, il y a 2-3 ans. J'aurais même pas pensé. Et je serais allé à la salle de sport. Je me serais dit, bon, bah, il faut que je fasse beaucoup de sport, que je cours, que je transpire. Et que, voilà, peut-être que même pas que je dorme bien, ça, parce qu'au final, en fait, je serais allé dans le hard directement. Et, Un sport intensif. c'est ça, sport intense. Et l'aspect alimentaire, nutrition, apport, etc., ça, franchement, j'aurais pas calculé. Et justement, comme je disais, le sommeil aussi, hein, puisque, voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, hein, c'est vrai que le sommeil, du coup, régule aussi les sensations de faim par rapport à l'hormone, du coup, qui va ouvrir l'appétit ou la couper. Donc, ouais, effectivement, c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte quand on veut perdre du poids. Donc, qu'est-ce que je te dirais? Je te dirais de venir chez Officier réaliser ta consu, ton bilan et tes suivis. Ok. Sinon, voilà, qu'est-ce que je ferais? Je m'axerais déjà sur ton mode de vie, sur ce que tu consommes actuellement, quels sont, je dirais, tes aliments phares, qu'est-ce que tu consommes le matin au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner ou en collation, si tu en prends. Ensuite, on regardera aussi les portions, d'accord? C'est important, je dirais, d'avoir des portions adaptées, parce que parfois, on peut aussi avoir une alimentation riche en féculents, ou pauvre en fibres, hein, en légumes, par exemple, ou alors, voilà, on consomme, je dirais, beaucoup de produits gras aussi, transformés, etc. Donc, je regarderai un petit peu tes routines. Ensuite, on adaptera du coup effectivement en fréquence. Donc cible, il faut diminuer quelques portions. Est-ce qu'il faut réinclure aussi certains groupes d'aliments aussi. Je veillerai aussi à ce que ton sommeil soit de meilleure qualité. Hein, on essaierait de regarder ça ensemble, peut-être sur des techniques aussi de méditation, ou alors de respiration. Enfin voilà. Du coup, je veillerai aussi à la partie émotionnelle, hein, dont gestion du stress, parce qu'il y a aussi un stress qui peut être un point bloquant sur la perte de poids, hein, parce que la perte de poids, son ennemi, c'est le stress, hein, quand même. Ah ouais? Ouais. Le stress, à ce point? C'est ça. C'est l'ennemi de... C'est l'ennemi de la perte de poids. Mais pourquoi? En fait, justement, par rapport à la surproduction de cortisol, hein, ce qui va aussi freiner derrière. En fait, pour perdre du poids, il faut vraiment que le corps soit en sécurité sur les différents facteurs dont on a énoncé tout à l'heure. Tu vois, c'est vraiment, je dirais, en fait, notre organisme est régulé. Donc, dès qu'il y a une dérégulation quelque part, il va essayer justement de piocher à gauche, à droite. Du moins, il ne va pas être focus sur la perte de poids. D'accord. Donc voilà, je pense qu'on regarderait tes routines d'abord. Je te dirais aussi que c'est un processus long. C'est pas une course à pied. Course à pied, c'est un marathon pour le coup. T'as l'habitude de ça, donc easy. Ça va pour toi. Mais voilà, je te rassurerai sur ça. Et puis on sera vraiment sur les objectifs mensuels. Et ceux qui n'ont pas envie d'entendre justement ce côté marathon et qui veulent... Alors, justement, j'en ai plein. Ouais. Ce qui est marrant parfois, c'est que en consultation, j'ai beaucoup, quand ils viennent consulter, en tout cas chez moi, et que je leur explique justement l'équilibre alimentaire, l'équilibre aussi par la notion justement des facteurs sommeil, stress, environnemental, physique, les personnes s'attendent en fait à ce que je leur conseille une alimentation hyper stricte. Voilà. Donc, c'est-à-dire que parfois c'est assez... Enfin, ça paraît simple dans le sens où je suis assez permissif, même sur leur notion de plaisir, etc. Et justement, ils s'attendent à ce que je fasse un couple dur. Effectivement, oui, ça veut je dirais un
un régime ou un programme alimentaire très strict. Et là, je leur explique effectivement, calmement, hein, que c'est pas forcément la démarche à suivre, parce que sur la durée, ils vont pas forcément tenir, voilà, et que ce sera plutôt le résultat inverse qui sera du coup réalisé, quoi. Donc, il peut y avoir des exceptions, effectivement, par rapport à ça, et je dirais après, au fil de l'accompagnement, ça va être compris. Ça peut être par exemple la perte de 1 kilo par mois ou 2, et c'est ok, quoi. C'est totalement ok, hein. Ouais, donc c'est vraiment sur la durée. Oui. En fait, c'est ce que je leur explique aussi parfois, c'est que les habitudes qu'ils ont dans leur routine actuelle, les habitudes en fait, se sont acquises sur des années. Forcément, une routine s'acquiert avec des années. C'est pas, je dirais, du jour au lendemain et une change de routine comme ça, d'un rythme, en fait, quelque part. Donc, on ne peut pas forcément demander au corps non plus l'infaisable quelque part. Dans le sens où, pour arriver, je dirais, à cela, ça a pris des années. Donc, pour changer de routine aussi, entre guillemets, ou adapter une routine un peu plus saine, il faut aussi du temps. Il faut que le corps s'adapte, il faut que l'envie aussi soit là, il faut qu'il y ait aussi une motivation, une certaine discipline quand même. Donc, tout ça, en fait, se fait avec le temps aussi. Ouais. Si on veut en tout cas des résultats optimaux. Ouais. En fait, c'est complètement changer son mode de vie d'une certaine façon ça, et c'est adopter déconstruire des mauvaises habitudes. Ou des idées reçues, par exemple. Des pensées limitantes aussi, pour aller justement vers une routine beaucoup plus saine, quoi. Ouais. Et durable, surtout. Ouais, ça me fait penser au fait que moi, par exemple, je fais du sport. Aujourd'hui, je fais attention à mon alimentation et je fais tout ça parce que j'ai envie de bien me sentir. J'ai envie de bien me sentir dans ma peau parce que j'ai envie de me regarder dans le miroir et de me dire, je me kiffe, tu vois. Et au-delà de ça, dans le futur, admettons si Dieu me donne l'opportunité d'avoir des enfants, j'aimerais pouvoir être en bonne santé, tu vois, pour ces enfants-là, pour mes proches aussi. Et j'aimerais ne pas être aussi un poids, Bien sûr, je comprends. un fardeau, tu vois. Oui. Et c'est là où c'est pertinent ce que tu dis, hein, parce qu'il y a l'aspect aussi, je dirais un peu physique, où, comme tu disais, je me retrouve dans la classe, je suis frais et je kiffe, mais aussi l'aspect santé. C'est qu'au bout d'un moment aussi, on se pose des questions, et on se dit, par rapport aussi aux rumeurs, etc., qu'on voit sur les réseaux, justement, où on se dit, est-ce que ce que je fais, c'est réellement bien ou pas? Et voilà, il y a l'aspect santé aussi, au bout d'un moment, qui rentre en jeu. Hein, parce que, comme l'a dit aussi Hippocrate, hein, bien connu, que ton alimentation soit ta saine médecine. Voilà, et c'est vrai que c'est assez profond comme discours et comme citation. C'est qu'alimentation, c'est aussi la base, quelque part, de la santé. Ouais, complètement. Et c'est pour ça que je pense que c'est ma crainte à long terme, et c'était ma crainte il y a quelques années, d'avoir des mauvaises habitudes alimentaires. Je ne dis pas qu'aujourd'hui elle est parfaite, mais en tout cas, je regarde le Nutri-Score, par exemple. Pas mal. Maintenant, tu sauras que le Nutri-Score ne prend pas en compte les additifs. Effectivement. Mais c'est surtout, à long terme, je veux avoir une bonne santé. Et même toi qui es sportif aussi, hein, tout pour gérer le facteur performance et récupération aussi, c'est important. C'est comme, tout comme pour l'hydratation, par exemple. Hein, souvent, on dit, il faut boire 1,5 litre. Je dirais, en consultation, non, c'est pas tout le monde qui arrive à avoir 1,5 litre d'eau par jour. Oui, c'est énorme. C'est beaucoup quand même. 1,5 litre. C'est beaucoup, voire 2 litres. Hein. On n'a pas le temps de respirer, là. C'est beaucoup. Mais encore une fois, c'est hyper important. Ouais, c'est en fonction des métabolismes. Les métabolismes aussi, effectivement. Et, il y a la vraiment du système. Hein. En fait, on a un système, je dirais, parasympathique et sympathique. Je sais pas si tu connais un petit peu, du coup, c'est un peu scientifique. Et en fait, c'est un peu le mode survie, le mode vie de notre corps, quoi. Okay. Quand on se sent bien, ok, il est apaisé. Et quand il se sent un petit peu en menace, il est en mode survie. D'accord, ok. Le mode survie, il revient souvent. Ouais, bien souvent, mode survie. Mais est-ce que justement, toi, par rapport à ce que je disais là tout à l'heure, le fait qu'aujourd'hui tu sois nutritionniste, diététicienne, est-ce que tu as une peur ou une crainte d'un point de vue purement physique, qui fait qu'aujourd'hui, c'est ton activité, tu conseilles des personnes, tu t'épanouis. Et est-ce que en toi, est-ce que tu as peur de quelque chose? Est-ce que tu as une crainte de... Alors, je dirais, il faut savoir ce que ce que je partage, je dirais, en termes de lifestyle, etc., sur les réseaux.
c'est déjà aussi ce que je pratique moi-même, Ouais. déjà pour commencer. Après, je dirais que je n'ai pas une alimentation parfaite, forcément, parce que je dirais que l'alimentation parfaite n'existe pas, tout bêtement. Mais j'essaie de faire et d'inspirer au mieux. Ensuite, ma plus grosse crainte, mes craintes, effectivement, d'un point de vue physique, oui, ça serait, je dirais, dans l'extrême, d'aller sur un chemin d'obésité, par exemple, ou de surpoids, mais qui pourrait effectivement influencer ma santé. Du coup, et je dirais, malheureusement, dans la société d'aujourd'hui, dans le métier en fait que j'anime aujourd'hui, il y a beaucoup de préjugés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain plutôt, je serai en surpoids ou même obèse, ou peu importe, on me jugerait. Parce qu'on juge, les coachs sportifs ou les diététiciens, on les juge un peu par leur physique, Complètement. comme si on était un peu, je dirais, des bêtes commerciales, alors que ça n'a rien à voir. Et les compétences du professionnel n'ont rien à voir justement au physique qu'il dégage. Donc je me bats aussi un petit peu avec ça parce que j'ai quand même mon éthique qui me dit n'écoute pas les standards de beauté, etc. Et effectivement, parfois ça peut être un peu ambivalent ou indirectement, je fais aussi attention à mon physique aussi. Bien sûr. Après, je dirais que en ce qui concerne mon physique, j'ai toujours fait attention à mon physique en fait. Donc c'est un peu une routine, un lifestyle pour moi. De m'entretenir, de faire du sport, oui, effectivement, pour maintenir un physique qui me plaît, mais à moi d'abord, du coup, pour les autres, et aussi d'avoir une santé, par le sport, par le biais du sport aussi, d'avoir une santé la plus optimum possible, en fait, quelque part. Ouais. Mais effectivement, oui, j'ai toujours eu, je dirais, ce rapport un peu au corps, où je fais attention, etc. Et je dirais, ma plus grosse dérive, ça pourrait être effectivement d'être, je dirais, de se mettre en réflexion parfois, à faire attention, etc. Alors que c'est pas du tout dans mon éthique aujourd'hui. Ouais. Je dirais que ça peut être ça la plus grosse dérive, quoi. Ouais. Non, je vois très bien. C'est vraiment un mode de vie. Une pression un peu peut-être indirecte aussi, de se dire, je dois... c'est aussi mon métier en fait, c'est mon gagne-pain, donc aujourd'hui je peux pas me permettre non plus de faire trop d'excès non plus, mais je m'écoute beaucoup et je pense que mes proches pourront le dire aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui je m'écoute en fait en termes de plaisir. Si je veux faire les sorties restaurants, des choses comme ça, je l'ai fait à 100%. Et t'es patient aussi. Oui, voilà, oui, ils savent, du coup sur ça, donc ouais. D'accord. En fait, j'ai une question là qui me vient en tête, on arrive bientôt à la fin. Étant donné, on est tous les deux sportifs et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont écouter ce podcast aussi qui le sont, pas forcément au niveau. Oui. Pour toi, dans ce processus de perte ou de prise de poids, quelle est la place de l'alimentation face au sport ? Sur l'équilibre en tout cas, parce qu'effectivement, comme on l'avait expliqué, il faut un équilibre un petit peu de tout dans l'activité physique et l'alimentation. Ouais. La place de l'alimentation, elle est à 80%. Ah ouais ? Et 20% le sport. Ah ouais. Ouais. Justement, moi j'ai eu un patient il y a pas plus tard qu'il y a un mois, très sportif. Il m'a dit, écoute, Ophélie, moi je fais 5 séances par semaine. De crossfit, etc. Donc voilà, je veux dire, hyper bonne intensité. 5 fois par semaine. 5 fois par semaine, c'est quand même, c'est intense, c'est pas mal. Très intense. C'est très intense. Mais j'arrive pas à perdre du poids. J'ai envie de perdre 15 kilos, 15 kilos, j'arrive pas à perdre du poids. Pourtant, je me tue au sport et il n'y a rien qui arrive, quoi. Et je dis, ok, donc là, on fait la consulte, etc. Au final, je m'aperçois que la routine alimentaire, elle n'est pas forcément, je dirais, la meilleure possible, en tout cas si on veut perdre du poids. Et voilà, on a réajusté 2-3 petites choses. Et en un mois, par exemple, je crois qu'il avait perdu 4-5 kilos. Ah oui, 4 kilos, je crois. C'est énorme. Donc, c'est pas mal. Mais encore une fois, on n'est pas non plus sur une perte de poids très drastique non plus. Oui, non, mais... Voilà, mon approche, moi, c'est pas une perte de poids très rapide. Je l'ai expliqué déjà beaucoup tout à l'heure. Mais effectivement, c'est là où sa perte de poids, en fait, elle a été déclenchée. Et idem, concernant l'hydratation, c'est un patient qui s'hydratait pas forcément très bien. On a rejoué aussi sur les petits détails sur cela. Pareil, au niveau du stress, c'était un patient qui prenait, je crois, c'était un traitement anti-stress, quelque chose comme ça, ou des vitamines, ou un complexe de vitamines.
Et au final, j'ai juste supplémenté en vitamine D et en magnésium, vraiment sur la base. J'avais aussi du coup conseillé d'ashwagandha pour réguler un petit peu l'aspect stress. Et hop, la perte de poids a été débloquée. C'est génial. Oui. C'est vraiment exceptionnel, je trouve, comme... Ouais. Donc, non, c'est hyper important quand même. Mais encore une fois, il ne faut pas rentrer sur un processus où je dirais, on psychote trop sur l'alimentation. Voilà, faut vraiment y aller de manière naturelle, intuitive et cool quand même. Faut y aller vraiment. Faut pas être trop concentré sur l'alimentation non plus. Ok. Faut pas que ça en devienne maladif non plus. Ça peut vite devenir. C'est pas le but. C'est pas le but, hein. Comme je te disais, moi, c'est vrai que j'ai eu le cas quand j'étais ado où ça devenait presque, assez maladif. Et c'est pas top, quoi. Ah ouais, C'est là où justement. ça fait du mal. On développe ces troubles et c'est pas bien. Donc, voilà. Dans ce podcast, il y a une question de fermeture. Donc, l'invité précédent pose une question à l'invité du jour. Donc, une question t'a été laissée. Et la question est, qu'est-ce que tu dirais à la version de toi qui a 15 ans si tu pouvais lui parler? Ok, sympa. Justement, je lui dirais un peu tout ce que je fais sur mon approche actuellement. Je lui dirais que ton estime de toi ne dépend pas de ton physique, que tu vaux beaucoup plus que ça. Je la rassurerais aussi, du coup, pour qu'elle ait vraiment en fait confiance en elle. Voilà. Pour qu'elle ait confiance en elle. Et du coup, je lui conseillerais de prendre en compte toutes ces dimensions pour qu'elle puisse en fait s'épanouir et être heureuse en fait. Ouais. Donc des conseils. Sur l'alimentation ou pas aussi sur l'alimentation? Surtout oui, surtout en général. Ok, j'essaierai vraiment de lui créer un espace en fait safe où elle se sent confiance pour pouvoir se développer davantage. Très clair. Bon, en tout cas, je pense que même si tu ne peux plus retourner dans le passé, non. À mon avis. Mais bon, mais voilà, c'est son corps aussi, c'est mon enfant intérieur, c'est mon meilleur ami. Et en fait, c'est un peu ça, c'est que je dirais, le corps, il est là pour qu'on le chouchoute en fait, et pas pour qu'on lui fasse du mal ou qu'on le maltraite entre guillemets. Et voilà, parce que le corps quand même nous permet aujourd'hui de parler, de se voir, de respirer, de digérer, de dormir, de se reposer, de faire du sport. Donc on n'en a qu'un. On n'en a qu'un, donc il n'est pas là peut-être nous quand même. Et ça, c'est important. Donc c'est ça que je dirais à mon enfant intérieur de 15 ans. C'est ça que je dirais, je pense. Parce qu'effectivement, à 15 ans, moi, je suis un peu plus préoccupée par mon physique que par ces aspects-là. C'est une très très belle réponse. Ophélie, je te remercie beaucoup. Merci à toi en tout cas pour l'invitation. C'était un plaisir de te recevoir et tu nous as partagé beaucoup de choses. De toute façon, les auditeurs et les auditrices pourront te suivre. Je mettrai les liens pour te suivre sur tes réseaux. Et puis, j'ai hâte de dévorer ce livre de recettes, dans le bon sens du terme, bien sûr. Oui, mais tu peux y aller. Les recettes sont aussi gourmandes, tu verras. Vraiment top. Je vais aussi des super aliments aussi, type poudre de baobab, moringa, etc. Donc, que j'ai découvert en fait lors de différents voyages. Que ce soit Asie, Afrique, etc. C'est important. Ouais. Je te ferai un retour dans tous les cas sur les recettes.